Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous êtes sur Dash Télévision. C'est la 41e édition de la Journée internationale du droit de la femme au Cameroun. C'est ce 8 mars 2026. Elle s'articule autour du thème droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Cette édition met l'accent sur l'autonomisation, l'égalité et la lutte contre les violences, notamment en milieu scolaire et rural également. On va justement parler de ces féminicides et les chiffres qui sont lourds selon le ministère camerounais de la promotion de la femme et de la famille. On parle de 26 cas de féminicides qui ont été enregistrés pour ce premier trimestre de l'année 2026. Des chiffres qui malheureusement sont plus élevés selon des organismes de droit de défense des femmes. Autre sujet à l'ordre du jour, la suspension du visa étudiant à 4 pays, notamment le Cameroun. Raison évoquée des abus commis par certains au niveau des visas. Ils seraient arrivés sur le sol et demanderaient en lieu et place l'asile. Une mesure qui entre en vigueur le 26 mars prochain dans le cadre durci de la politique migratoire du Royaume-Uni. Féminicide, bilan pour la 41e édition et suspension des visas étudiants. Comment comprendre la décision du Royaume-Uni? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Dash Talk de ce dimanche. C'est parti. C'est la journée des droits de la femme. Elles sont là avec nous, mais déjà la première, elle a précédé la seconde qui est sur le chemin. Elle, c'est Tekla Nlent. Elle représente le parti camerounais pour la réconciliation nationale. Madame, bonjour, bienvenue, bonne célébration. Merci, bonjour Amel, bonjour à tous. Je suis très ravie d'être là sur le plateau avec vous ce matin, surtout à une occasion pareille, celle qui est la nôtre. Nous sommes prioritaires en ce jour. Prioritaire en ce jour et prioritaire probablement toujours. Alors, on a vu les chiffres officiels du ministère du MINPROF qui parlent de 26 cas de féminicide depuis l'année 2026. Et les ONG, c'est des chiffres qui sont minimisés, déclarent-elles, les chiffres seraient plus lourds. Oui, les chiffres seraient plus lourds. Là, lorsque le ministère parle de 26 cas, ce sont les cas connus, parce qu'il y en a tellement. Il y a des cas qui sont passés inaperçus. Vraiment, c'est déplorable. C'est très triste de ce que nous vivons actuellement. Depuis pratiquement 2003, on connaît des cas, un taux de féminicide très élevé. Mm-hmm. Et vivement que le gouvernement prenne des mesures par rapport à cette situation-là. Parce que ça va vraiment dans tous les sens. Mm-hmm. On dirait, comme on dirait au quartier, des femmes sont devenues comme des mouches. Oui. Qu'il suffit juste de claquer des doigts comme ça là, et puis mettre un terme à leur existence. Ok, très bien. Alors, en face de vous, mais d'ailleurs, pourquoi les hommes ont décidé de mettre les femmes d'un côté et de rester d'un côté? Je comprends pas très bien. Donc, vous êtes contre les femmes aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ah, vous voulez les avoir en face de vous? Voilà. Alors, justement, en face de vous, André-Marie Biboum fait partie de la société civile. Monsieur, merci d'accompagner les femmes en cette journée. Bonjour Amel, bonjour à tous les companélistes, bonjour à tous qui regardent cette grande émission Dash Talk et excellente journée de la femme, et je voudrais, n'est-ce pas, saisir cette opportunité pour poser une bougie sur la tombe de chaque femme qui est tombée, n'est-ce pas, sous le coup de la violence des hommes. Malheureusement, je cesserai de le dire, c'est déplorable. C'est déplorable parce que c'est parti d'un fait social pour devenir un phénomène social, le problème du féminicide, et urgemment, on souhaiterait, n'est-ce pas, que des actions fortes soient menées dans ce sens, parce que, vous savez, régulièrement dans vos reportages, nous voyons bien de mettre fin à la vie d'une femme, à gauche, à droite, à gauche, et on a comme l'impression que c'est devenu une affaire banale et que l'impunité règne, on ne mène aucune action déjà. Lorsqu'on nous présente les images d'un reportage d'un crime commis sur une femme, assassinat et autres, on ne connaît plus la suite. Et c'est pour ça que je dis, tant qu'on ne connaît pas la suite, on aura toujours l'impression qu'on peut mettre fin à la vie d'une femme et qu'on fait quelques jours en prison, personne n'a plus des informations sur qui que ce soit, et puis basta, c'est terminé. Donc, désolé vraiment pour ce qui arrive, c'est regrettable. On ressent en cela, n'est-ce pas, un malaise profond, pour ne pas dire un mal-être profond de notre société. Et déjà, il y a un premier message qui nous dit
Bonjour Étienne Siegfried. Bonjour Armel, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à toutes les femmes qui sont actuellement en train de dresser le Kabangondo pour la fête. Il s'agit d'une fête ou un moment de commémoration, de défense, de revendication? C'est bien déplorable parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas pourquoi est-ce qu'il y a cette fête. C'est un jour où il faut s'asseoir, boire de la bière, aller dormir dans les boîtes de nuit. Vraiment, il faut un éveil de conscience. Il faut que ce soit à l'ordre du jour dans les différentes organisations des femmes pour leur enseigner le bien fondé de cette fête. Pourquoi est-ce que cette fête est organisée et qu'elles sachent que ce n'est pas uniquement pour manger, boire, danser, mais qu'on leur dise que c'était une revendication des droits des femmes, pour qu'elles puissent être pour meilleur être dans les jours, les années à venir. Peut-être qu'elle devait rentrer plusieurs années en avant pour comprendre d'où est parti justement ce thème où les femmes revendiquaient leurs droits dans une société. Et d'ailleurs, c'est des martyrs. Vous avez salué, merci. Alors je rappelle, vous êtes secrétaire général du Parti républicain du peuple camerounais, le PRPC. PRPC, le Parti républicain et patriote, voilà, camerounais, merci. Alors, on a justement un message qui est arrivé que j'ai préféré lire à l'entame. Il y a un monsieur qui dit ne parlez pas que des femmes, il y a également des hommes. Un homme en tenue a été poignardé ce matin par sa femme, 8 mars, selon une annonce du gouverneur de la région du littoral. Tout à fait. On a l'impression que c'est seulement les hommes qui seulement les hommes qui tuent leurs épouses, leurs femmes ou leurs conjointes. Mais l'inverse se produit également. Beaucoup d'hommes également subissent beaucoup de sévices, même dans leur foyer. Bon, peut-être là, il n'y a pas assez de morts parce que physiquement, beaucoup d'hommes sont un peu plus solides. Oui. Mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent énormément dans leur foyer. Et il faut aussi révéler cela. Il faut, dans vos différentes réunions, madame, dire à vos camarades que la maltraitance que nous faisons subir aux hommes n'est pas acceptable. Bon, vous voyez, parfois quand il y a un féminicide, on voit juste la fin. On ne sait pas si le gars subit beaucoup de services là dans son foyer et à la dernière minute, il a pris une réaction qui malheureusement a abouti à un crime. Très bien. Vous avez quelque chose à dire? Oui. Je voudrais dire aussi que tout à l'heure, j'ai parlé du mal-être, on n'a pas dit du malaise de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et ça fait en sorte que le plus souvent, on regarde les conséquences. On regarde juste les conséquences. Mais il y a un début et il y a une conséquence. Pour ne pas dire des conséquences. Qu'est-ce qui est à l'origine du mal-être que nous vivons aujourd'hui? Parce que mettre fin à la vie d'une femme, c'est la conséquence d'un problème qui est né et qui n'a pas su être géré. C'est ça la réalité aujourd'hui. Tout à l'heure, là, vous avez évoqué le cas de cette femme qui a poignardé son mari, oui. Mais elle n'a pas poignardé son mari parce qu'elle ne l'aime pas. Parce qu'au départ, on parle de l'amour. On se met ensemble parce qu'on se dit, on peut bâtir un projet de vie ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me demande bien, ce bébé, mon bébé, mon chou, qui chaque fois était, n'est-ce pas, lâché dans nos bouches, pourquoi subitement, ça devient que c'est la personne qui est, je peux dire, qui est devenue un diable dans ma vie et autres. Donc il faut questionner ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Parce que vous allez voir une image que je prenais, aussi banale qu'elle soit. Alors aujourd'hui dans les églises, quand on parle de nuit de délivrance, vous allez trouver très peu d'hommes. Ce sont les femmes que vous allez trouver transportant les bidons d'eau pour aller faire bénir de l'eau et tout. Est-ce qu'on a questionné un jour pour comprendre quels sont les véritables problèmes que ces femmes endurent? Pourtant, nous avons des ministères, au moins 3 ou 4 ministères dédiés aux femmes. Qu'est-ce que ces ministères font en réalité? Pour ne pas être à l'écoute, pour ne pas prêter une oreille attentive aux problèmes de la femme aujourd'hui. Aux problèmes de la femme aujourd'hui. Parce que ces femmes sont mal intérieurement. Mais ça passe inaperçu. Elles sont aujourd'hui dans les églises catholiques, protestantes, de réveil, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'elles vont chercher là-bas? C'est un réconfort d'abord. Parce qu'elles subissent des atrocités intérieures que l'extérieur ne voit pas, ou alors l'extérieur semble voir, mais on banalise. Moi, je prends par exemple le cas de cette chanteuse nigériane qui est décédée, tuée par son mari pasteur.
Mais tous les jours, elle chantait ses gospels, on écoutait, ça faisait mal. Mais justement, ce n'est pas, on n'avait jamais compris le message. Peut-être pas l'éducation qui pousse la femme à fermer la bouche. C'est pour ça que je dis, oui, c'est vrai, on peut parler de l'éducation. C'est pour ça que moi, je reviens sur le problème de la société. La société, c'est le départ, la base. On a été formé dans quel environnement? Ça commence par la famille. D'accord? La violence ne naît pas subitement comme ça. Ça commence par la famille. Ce monsieur aujourd'hui qui peut se lever et mettre fin à la vie de sa charmante épouse qu'il a aimée hier, qu'est-ce qui a hanté sa vie à ce moment? Commençons par chercher les racines. Vous allez voir que quelque part dans sa famille, il y a cet ADN de personne agressive. Et quand la femme arrive aujourd'hui, elle sait que son mari est violent. Mais comme notre société passe le temps à dire à la femme, non, le mariage, c'est pas ce que tu crois, c'est pas le bonbon, c'est pas seulement la nébakine. Il faut savoir que le mariage, c'est tantôt bonbon, tantôt quinine, tantôt don. Il faut supporter. Elle supporte, elle arrive avec des bobos sur le visage. Elle dit non, c'est ça le mariage. Et c'est même la maman qui va lui dire, moi-même, ton papa me tapait dans la chambre, mais quand je sortais, je ne vous laissais pas croire qu'il y a eu quelque chose entre votre papa et moi. Donc du coup, la femme endure sans se prononcer. Parce qu'il faut protéger l'image du couple, il faut protéger l'image de la famille, jusqu'à ce que ce vienne, n'est-ce pas, un drame. Donc aujourd'hui, moi j'interpelle les femmes. Celles qui subissent devraient être capables de dénoncer. Et même le voisinage. Parce que moi je suis traumatisé de savoir que, vous voyez un homme qui est en train de tabasser sa femme à mort, mais les gens font les vidéos. C'est terrible. Les gens font les vidéos parce que ça leur plaît de faire des vidéos et de balancer dans les réseaux sociaux alors qu'il faut sauver une âme. Vous comprenez un peu jusqu'à quel point nous sommes arrivés à gérer cette société aujourd'hui. Et les pouvoirs publics sont là. On vous dit on a arrêté quelqu'un. Bon, comme, qui a payé 15 000, 79 000. On connaît le phénomène aujourd'hui que quelqu'un va glisser 35 000, 75 000, pour ne pas citer le cas que nous connaissons. Et on vous dit qu'il a été libéré. Mais c'est choquant. C'est choquant. Donc aujourd'hui, il est question vraiment, comme il y a l'expression qu'on utilise le plus souvent, les états généraux, que tous les ministères qui s'occupent de la gente féminine puissent s'asseoir et regardent la problématique de la femme aujourd'hui. Très bien. Alors justement, Tekla, on parle aujourd'hui d'un mal-être masculin qui est pointé du doigt et qui serait à l'origine principale de ces violences, de ces féminicides. Oui, je suis en partie d'accord avec cela. En réalité, de mon point de vue personnel, tout comme notre copanéliste le disait tout à l'heure, il y a un problème de silence. On a fait croire à la femme qu'elle est fautive dans l'histoire, dans un couple. Elle est fautive face à toute situation. Oui. Oui, elle a grandi avec cette culture-là. Et puis, à un moment donné, et puis ça dégénère, comme il le disait tout à l'heure. Et moi aussi, j'aime souvent pencher sur le côté spirituel. Excusez-moi de prendre ce côté, il n'est pas négligeable. J'ai commencé à me pencher sur ce problème spirituel à partir du moment où la période de la dame, justement la femme, la dame pasteur, qui a été froidement et sauvagement assassinée par son époux. Pasteur aussi. Par son époux, pasteur aussi. À cette période, je vous assure que c'était le cas avec les pasteurs. Oui. Il y a eu au moins 7 pasteurs qui ont mis fin à la vie de leur femme tragiquement. Toujours dans des conditions aussi bizarres. Bon. À un moment donné, et je suis chrétienne, à un moment donné, on regarde les choses dans ce sens-là. Le diable, il quitte à l'autre méthode et puis il prend l'autre méthode. Et cette période-là, il s'était appuyé sur des hommes de Dieu parce qu'il sait qu'ils ont la foi en Dieu. Et puis pour tester leur foi, et puis il faisait ça. Bon, c'est dans ce sens que j'ai pris ces choses-là. Et puis actuellement, il a pris une autre branche de personnes, des ex. Si vous regardez, la plupart des décès, des féminicides actuellement, depuis janvier surtout, ce sont des ex, le père de ses enfants, l'ex, ainsi de suite, la plupart. Ou alors elle a dit c'est fini, et puis il tranche la gorge, et puis ainsi de suite. Donc, selon moi, il prend étape par étape. Bon, là, c'est le cas spirituel. Oui.
le cas dans le cadre sociétal, comme je disais un peu tantôt, la femme a été éduquée dans des conditions vraiment très... Moi, j'appelle ça très triste. Oui. Il faudrait que nous, jeunes mères, nous commençons notre éducation d'abord par nos garçons, nos enfants garçons, qu'on commence à leur faire comprendre que quand tu touches à une femme, c'est comme si tu as touché à ta maman. C'est comme si tu as touché à ta sœur. Oui. Ta sœur, là, tu aimerais qu'un homme tape sur ta sœur et puis blesse? Non, maman. Si tu touches à l'enfant de quelqu'un d'autre demain, ce sera le cas. Je ne voudrais justement pas évoquer le cas des parents qui, justement, on va lire ce message. On va prendre le premier arrêt de ce programme. C'est la revue de la presse. Cédric Tachago a lu pour vous et pour nous les grandes unes parues cette semaine. Bonjour. Dans la presse cette semaine, la journée internationale de la femme. Cameroun Tribune indique que l'apothéose c'est ce dimanche. À l'occasion de la célébration à elle dédiée, les dames de toutes les catégories confondues battent le pavé sur toute l'étendue du territoire national. Les parades sont le point culminant d'une semaine d'intenses activités, ponctuée par des dénonciations et des réclamations de tout genre. À l'heure de la célébration, le journal Identité décide de braquer les projecteurs sur ces femmes savantes des temps modernes. À l'ère de la digitalisation et de la modernisation, de nombreux défis bouleversent les parcours professionnels et les femmes s'imposent dans des carrières émergentes. Leadership, coaching, influence et impact, des initiatives aux grands enjeux. Mais cette célébration est marquée par une grosse ombre, nous dit le quotidien Le Jour. Les féminicides prennent de l'ampleur, plusieurs cas d'assassinat remettent au centre du débat la question de la sécurité des femmes au Cameroun. Ces femmes arrachées à la vie n'arboreront pas le pagne du 8 mars. La voix du consommateur se lève pour dénoncer une étoffe importée, onéreuse et terne. Entre pénurie organisée et spéculation sauvage, le journal souligne que le pagne du 8 mars n'est plus un habit de fête, mais un linceul de notre souveraineté économique. Et un qui reposera dans son linceul d'ici peu, c'est Anissé et Canet. Le quotidien La Nouvelle Expression informe qu'il est de retour à Douala. Le 3 mars 2026, sa dépouille a été accueillie par sa famille biologique et politique. Après plusieurs semaines à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, le corps sans vie du leader politique a été remis à sa famille. Émergence revient également sur le retour du combattant dans la capitale économique. De l'aéroport de Douala à la morgue de l'hôpital La Quintini, le président du Manidem a été accompagné par ses camarades et sympathisants, des leaders politiques et des autorités traditionnelles. Le programme des obsèques reste attendu pour l'ultime hommage. La presse nous informe que les nouvelles ne sont pas bonnes pour les demandeurs de visa étudiants. Mutation écrit que Londres recale Yaoundé. Désormais, les Camerounais aspirant poursuivre leurs études en Grande-Bretagne se retrouvent privés de visa. L'annonce qui tombe comme un couperet concerne également le Soudan, la Birmanie et l'Afghanistan. Défi actuel nous dit que la décision a été prise suite à de nombreux abus. Le gouvernement britannique déplore l'explosion des demandes d'asile déposées par des titulaires de visas légaux et la mesure qui entre en vigueur le 26 mars prochain rentre dans le cadre du durcissement de la politique migratoire au Royaume-Uni. En sport, l'Actu Sport revient sur la cérémonie du Ballon d'Or de l'Africa Foot avec l'onction suprême de Tiwa et Dora. La sociétaire de l'Eke Football et l'attaquant de Gazelle Football Academy de Garoua, couronnés meilleurs joueurs des championnats nationaux de football féminin et masculin. Les lauréats ont reçu leur distinction au cours d'une soirée organisée au Palais des Congrès de Yaoundé en présence de la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Revue de la presse Stop et Fin, bon dimanche. De retour sur ce plateau, nous accueillons Maître Auréline Sansa à Zonke. Elle est avocate au barreau du Cameroun et de la Gambie. Maître, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors, Désolée
Non, ça va aller. C'est votre journée. Nous attendiez à l'entame de ce programme. Alors justement, je prends tout juste directement avec vous le thème qui a été choisi pour cette 41e édition, droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au Cameroun, nous sommes au Cameroun, on est obligé de parler du Cameroun, est-ce qu'on a l'impression justement que le thème est adapté au contexte sociopolitique actuel? C'est vrai qu'il y a la face cachée de l'iceberg. Il y a des réalités que nous avons de plus en plus grandissantes du féminicide au Cameroun. On se pose des questions. Est-ce que des moyens sont suffisamment mis en place afin de protéger cette personne qui est vulnérable au regard de la société? Mais la question qu'on doit se poser à l'heure actuelle, c'est quelles sont les responsabilités? Quelle est la part des responsabilités Très bien. de chaque individu dans notre société? Est-ce que les politiques sociales ou bien est-ce que l'État a suffisamment mis en œuvre des moyens pour encadrer ces droits-là? Ça, c'est la question qu'on se pose au jour d'aujourd'hui. Donc, en cette 41e journée de la femme, nous, ce que nous pouvons dire aux femmes qui subissent, qui sont victimes dans des foyers, c'est beaucoup de courage. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne parviennent pas à briser ce silence. Et à l'occasion de cette 41e journée de la femme, ce que chacun de nous peut œuvrer pour accompagner les femmes qui sont victimes dans notre société, c'est de mettre en place suffisamment de moyens pour les amener à briser le silence. Parce que tout part de ce silence-là qui n'est pas brisé. On a des femmes qui aujourd'hui trouvent encore le sujet de séparation comme un sujet tabou. Dans beaucoup de familles, on a ce problème-là avec la société qui est à la base, une société qui est à la base patriarcale. La notion de chef de famille, à un moment donné, on se dit, est-ce que tu vas pouvoir quitter quand ça ne va pas, lorsqu'il y a des violences conjugales? Est-ce que tu vas pouvoir te remettre à nouveau, ou bien tu vas pouvoir prendre un nouveau départ? Est-ce que D'où le regard de la société est d'une grande importance également à prendre en compte et voir comment accompagner ces femmes-là. Donc ça, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui, ou bien ce que nous pouvons nous poser comme question, ou bien trouver des moyens dans l'optique d'accompagner ces femmes-là. Et le gouvernement, l'État joue un rôle très prépondérant dans cette lancée. Puisque on se rend compte qu'il a été prévu des campagnes de sensibilisation de ces femmes. Est-ce que ces campagnes de sensibilisation sont de plus en plus développées? Est-ce que quand on prend par exemple l'exemple, quand on prend le cas de la notion de gender desk qui avait été mis par les organisations internationales, on se demande, est-ce que ces gender desks sont effectifs dans toutes les unités de police et de gendarmerie? Parce qu'il avait été prévu un gender desk dans chaque unité de gendarmerie. Mais est-ce que c'est effectif? Est-ce qu'il y a ces moyens d'accompagnement lorsqu'une femme vient décrier une violence conjugale? Est-ce qu'elle est accompagnée? Est-ce qu'elle n'est pas frustrée? Est-ce qu'elle n'est pas à un moment donné marginalisée? Comment est-ce que tu te comportes dans le foyer? Non, lorsqu'on décrit une violence, il faudrait trouver le mal à un moment donné qui ne va pas. Parce que beaucoup meurent dans ces foyers parce qu'elles ont parlé, mais on ne les a pas crues. Elles ont parlé, on ne les a pas accompagnées. Elles ont parlé, on les a vues comme des personnes à part entière. À un moment donné, elles décident de rester repliées sur elles-mêmes. Donc, à l'heure actuelle, chacun de nous a une responsabilité. Et l'État a une grande responsabilité dans cette politique d'accompagnement social des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Très bien, merci. Alors, Étienne Siegfried, justement, Maître est en train de parler de cet accompagnement. Est-ce que les moyens sont justement et assez mis en place justement pour la protection? Elle a parlé de ce gender desk. On a eu un message avec Marie Nkonsamba qui revient sur la problématique du genre, justement, ces inégalités qui existent. Mais est-ce qu'on passe de la parole aux actes au Cameroun? C'est également sa question. Non, je pense que
elle a pleinement raison quand elle évoque ce manque de suivi-là. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de celui qui commet l'acte et la suite de l'affaire. Oui. Vous avez vu dernièrement, il y a un monsieur là qui a tué sa femme et a eu une condamnation de 5 ans de sursis. Vous trouvez que ça veut dire que c'est d'une façon de lui dire que bon, continue à te balader et à la prochaine fois. Donc, vous voyez donc rien n'est absolument mis en place pour un suivi, parce que s'il y avait ce suivi-là, chaque fois qu'un acte est commis, je pense qu'il y a le niveau où il y a même de la colère. C'est normal qu'un homme ou une femme se fâche. Il y a des comportements un peu agressifs qu'on peut tolérer, mais le crime, on ne peut pas se lever un beau matin comme ça là, pour un premier événement, pour une simple colère, on va jusqu'à assassiner. Un homme qui prend par exemple le couteau pour égorger la femme, je pense que ça, c'est pas un acte qui peut être qu'on peut prévoir. C'est pas possible. Donc, je pense qu'il y a, moi, je vais plutôt au niveau de nos institutions qui ne favorisent pas l'épanouissement des Camerounais. Vous voyez, les hommes rentrent trop frustrés avec beaucoup de pression. Oui. Nous sommes dans une société actuellement où les hommes ne vivent vraiment pas. Les hommes essaient de survivre. Lorsqu'un homme rentre avec trop de pression, et nos femmes qui sont parfois agressives et qui n'ont pas de retenue dans leurs paroles, parfois, celui-là qui a grandi dans un climat où il y a de la colère, il y a de la tension à tous les niveaux, il est fort probable qu'on aboutisse parfois à des circonstances comme celles qu'on évoque là. Mais maintenant, que peut faire l'État pour prévoir tout cela? Tout ce que l'État peut faire, c'est d'abord de faire en sorte que les conditions soient mises en place pour que le Camerounais vive décemment. Je pense que c'est la première des choses. Vraiment, il faut comprendre, vérifier dans tous les cas, dans la majorité des cas que nous trouvons des féminicides, il y a des hommes qui vivent dans des conditions vraiment stressantes. Et qu'à tous les coups, il est... Et surtout que celui qui n'est pas, qui peut-être, elle a évoqué la spiritualité tout à l'heure. C'est là où on essaie d'évoquer le rôle de nos hommes de Dieu qui ne parviennent pas à expliquer, qui sont là plutôt pour escroquer les fidèles, au lieu de leur ramener dans une conscience, qu'est-ce que je veux dire, de leur permettre de mener une vie conforme aux lois de Dieu. Si un homme ne parvient pas à être conscient il ne peut pas avoir un moral haut à tout moment. Je pense que dans toutes les circonstances où il est sous une petite pression, sous une petite colère, il va poser un acte qui sera très regrettable pour lui. Pour preuve, il faut voir toutefois qu'on a arrêté quelqu'un qui a commis ce genre d'acte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je ne m'attendais pas à ça. Il va toujours vous dire, il est toujours surpris de l'acte qu'il a posé. Oui. D'aucuns boivent sans réserve. D'aucuns prennent de la drogue sans réserve, à temps et à contre-temps. Vous voyez que c'est d'abord le problème social qui est donc la première responsabilité émane de la volonté politique du Cameroun. Nous sommes dans un pays où, vérifiez tout autour de nous, vous n'allez pas trouver ce même pourcentage de criminalité dans les différents pays. Nous sommes un cas vraiment exceptionnel dans le monde où les hommes tuent à temps et à contre-temps. Et ça, ce n'est pas une colère simple. C'est parce que les hommes sont débordés. Les hommes vivent sous une pression indescriptible. Il faut donc que notre État, nos dirigeants comprennent qu'un homme qui vit avec un salaire de 40 000 actuellement, ou de 50 000, qui doit payer le loyer et qui doit rentrer le 6 mars ou le 7 mars, où on lui demande un pain du 8 mars de 14 000 francs avec les frais de couture. Je pense qu'à un moment donné, quand on demande ça une fois, deux fois, la troisième fois, il aura une réaction qui ne sera pas bonne. Un homme qui rentre au cours du mois, où il a même serait-ce que 2 enfants, où on a chassé l'un pour la pension, la femme demande l'ayant la ration et l'ayant la coiffure, il faut payer le loyer. Je pense que ces conditions-là ne permettent pas aux hommes de pouvoir se ressaisir. Beaucoup d'hommes n'ont pas la maîtrise de soi. Beaucoup d'hommes n'ont pas la maîtrise de soi. Et lorsqu'on vit ce genre de situation, vraiment, je ne sais pas, la seule mesure
première que l'État devrait faire, c'est de faire en sorte que les hommes vivent décemment dans le foyer. Je pense que c'est... Très bien. Alors, on venait peut-être ce reportage qui va répondre à la préoccupation majeure que nous avons ici, notamment le stress qui a été évoqué. Mais déjà, ce message, bonjour. Pourquoi les femmes qui portent les pagnes n'exigent pas la couleur noire ? Parce que justement, c'est cette couleur qui devrait montrer justement le mal-être qu'elles vivent et qu'elles subissent. Les femmes elles-mêmes ne s'indignent pas de ce qui arrive à leurs sœurs. Justement, on prend ce reportage qui est signé Marlise Ndoumbe sur les féminicides au Cameroun qui sont en hausse. Elle semble avoir la réponse au mal-être masculin qui justement est pointé du doigt comme étant l'un des facteurs de risque par les experts en santé mentale. On regarde et on se retrouve juste après. Violence conjugale, crime passionnel, ou encore agression sexuelle, ces causes de féminicide ont pour la plupart une empreinte au masculin, des bourreaux dont l'état mental est à interroger. Bien évidemment, l'état mental des bourreaux est à interroger et nous pensons qu'aujourd'hui dans notre société, nos hommes ont besoin d'aide. Nos hommes souffrent au vu des actes qui sont perpétrés au quotidien. Nos hommes ont des problèmes de santé mentale. Et malheureusement, quand on parle de problèmes de santé mentale, les gens voient beaucoup plus la maladie mentale. Quand on parle de problèmes de santé mentale, il y a avant tout le mal-être qui peut survenir quand on ne sait pas gérer ses émotions, comme c'est le cas actuellement, sa colère, sa jalousie. Le mal-être au masculin, selon les experts, est un facteur de risque non négligeable face à la recrudescence des féminicides au Cameroun. Pour le grand nombre, le comprendre aurait pour prétexte la conjoncture économique. Nous sommes dans un monde économiquement difficile et où les activités quotidiennes des gens sont stressantes. Ils vivent le moment difficile, ils peuvent avoir des guerres internes qu'ils combattent à l'intérieur d'eux que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Cette situation économique joue sur plusieurs plans et même dans les foyers. Et je pense que leur force, ils retrouvent leur force pas sur ce plan économique, mais plutôt sur le plan physique. L'urgence est à la sensibilisation. Vraiment, c'est important aujourd'hui de s'inscrire dans une politique de la promotion de la santé mentale, c'est-à-dire la promotion du bien-être. Bien-être sur le plan familial, bien-être sur le plan scolaire, bien-être sur le plan professionnel, bien-être sur le plan social, bien-être dans les médias. Il est aussi important de promouvoir les valeurs, les principes, les normes, l'éthique sociale, parce que notre société souffre. Des populations, des individus sont dans un état de mal-être. Les individus ont également du mal à gérer le stress vécu au quotidien. Parce que, justement, il y a une carence au niveau de ces valeurs-là. Selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit à la vie est un droit fondamental universel qui est loin de se référer à une question de genre. C'est clair, voilà, on a suivi ce reportage qui nous a été signé Marlise Ndoumbe, justement, qui revient sur l'état mental et sur les pressions que subissent les hommes. Mais moi, je vais vous poser la question, est-ce que les femmes aujourd'hui ne subissent pas ou presque pas les mêmes pressions que les hommes, quand on sait qu'aujourd'hui, on est dans une société principalement capitaliste? Bien évidemment que les femmes subissent. Elles en subissent même énormément. Je vais prendre le cas des mères célibataires. Bon, là, peut-être on parle du cas de couple. Peut-être là, on peut parler du cas des couples, mais dans les couples aussi, dans la plupart des couples, vous allez vous retrouver, vous allez trouver des femmes qui s'occupent pour 75% des charges de la maison. 75%, bien que son époux ait un emploi. Parce qu'il y a des hommes actuellement qui ne soutiennent pas les femmes à 100%. Oui. Il faut le reconnaître. Et puis, la femme est face à une situation à laquelle elle se retrouve coincée à une situation, face à une situation, par exemple, pour la scolarité des enfants. Si elle a un homme inconscient qui
qui n'a que faire de la scolarité, il dira j'ai déjà donné tel montant et puis moi je suis fatigué. Et chaque année on augmente la scolarité. C'est la femme qui subit cela parce que c'est elle qui vit avec l'enfant qui est triste à la maison, l'enfant qui n'est pas à l'aise parce que ses camarades vont à l'école. Et vous vous retrouvez la femme en train de se battre pour trouver cet argent-là pour terminer la scolarité des enfants. Pas un enfant, pas deux, trois. Et en même temps, gérer la ration à la maison et puis des maladies, parce qu'il n'y a pas de petites maladies et autres. Donc, il y a des femmes qui sont aussi sur la pression. Très bien. Il faut le reconnaître. Très bien. Bon, le cas des hommes qui sont sous la pression, et je pense que c'est le cas des hommes qui n'ont pas d'emploi stable et pas d'emploi vraiment rémunérable, pas de bon salaire. Ce sont ces hommes-là qui sont violents. Qui sont violents, oui, généralement. Oui, c'est ce que je pense. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense que le reportage a été un peu biaisé. Excusez si je n'écris pas bien, je suis une commerçante. Et la dame qui vient de prendre la parole, elle a entièrement raison. Parce que nous, les Bayam Salam, au marché... Ah, ça c'est à Yaoundé. Nous, les Bayam Salam, au marché du Fundi, pour la plupart, on s'occupe totalement ou entièrement de nos familles, y compris de ces maris qui sont justement violents. Mais ce n'est pas un problème de pauvreté. Même les hommes riches sont violents. Je pense que c'est un problème psychologique. André-Marie Bibo. Oui, je suis d'accord avec cette réaction de la dame parce que à l'entame de l'émission, j'ai parlé d'un mal-être dans la société. C'est-à-dire, quand on parle de mal-être, c'est les hommes, ce sont les femmes. Nous sommes tous concernés. Alors, vous allez voir, dans les deux sociétés dans lesquelles nous vivons, alors en Occident, on va vous dire que le taux de divorce est hyper élevé. Ouais. Et avec pour motif incompatibilité d'humeur. Et chez nous, quand vous allez voir, c'est les problèmes d'infidélité. Regardez bien, nous avons maître en face de nous. Oui. Chez nous, c'est le problème d'infidélité. Comme si la vie du couple se limitait au volet de fidélité. Alors que quand on parle de la vie de couple, il y a plusieurs paramètres. Et je l'ai toujours dit, lorsque on veut se mettre ensemble pour se dire, si je te vois avec une femme ou si je te vois avec un homme, c'est commencer déjà à mettre les fondations de la destruction de cette vie. On n'est pas fait ensemble pour mettre les barrières. Et c'est ça qui fait problème aujourd'hui. Les gens ne se supportent plus. Les gens ne se supportent plus. Parce que l'expression qu'on reprend à chaque fois, c'est que non, supporte, c'est le mariage, il faut supporter. Mais à l'intérieur, les gens meurent à petit feu. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, on ne se supporte plus. Vous allez voir un homme, il est dehors, en train de chercher, entre guillemets, comme on appelle aujourd'hui les tisas. Oui. Et la femme qui ne ressent plus cette chaleur qu'elle avait à côté d'elle, va aussi se lever pour dire, je vais mourir, pourquoi ici? Je vais aussi chercher là où on va me donner l'épaule pour poser ma tête. Et voilà comment la société aujourd'hui est en train de se déconstruire. Tout à l'heure, on a parlé de pouvoir d'achat. Non. C'est vrai que l'environnement économique a un impact aujourd'hui. Ça, il faut l'avouer. Mais lorsqu'il y a le dialogue dans le couple, on regarde les choses ensemble, on définit, n'est-ce pas, le fonctionnement du couple ensemble, on encadre les dépenses du couple ensemble, et je crois que ça limite les casses. Quand on parle de... Non, pour moi, ce n'est pas un problème de hiérarchisation, n'est-ce pas, des pouvoirs d'achat, parce qu'on a vu les hautes personnalités dans ce pays. Pour ne pas citer le cas qu'on a vécu il y a quelques années du côté de Kribé avec ce sous-préfet qui a abattu sa bien-aimée. Donc, moi, je dis que ce n'est pas une question de pouvoir d'achat. C'est beaucoup plus une question aujourd'hui de revisiter, comme je l'ai dit, la vie de la base jusqu'à l'âge adulte de ces individus qui posent des actes. De ces individus qui posent des actes. Parce que même les femmes aujourd'hui, c'est parce que les hommes ne parlent pas. Les hommes n'ont pas ce cadre pour s'exprimer en se disant, nous sommes victimes des violences. D'accord? Mais, je dis dans les deux sens, on est tous des victimes. Et comme on est tous des victimes, chacun voudrait préserver son image. Un homme ne viendra jamais vous dire que ma femme passe le temps à me tabasser à la maison. C'est impossible. Il ne viendra jamais, n'est-ce pas, s'exprimer. Une femme aura toujours honte, comme je l'ai dit, d'aller se mettre au devant de la scène pour dire « je subis ».
parce que dans la famille, ses parents vont lui dire qu'on n'entende jamais cela. On a parlé tout à l'heure, maître a parlé de... Même pas maître. Le thème de cette année, on parle des droits de la femme et tout et tout. D'accord ? C'est vrai, nous avons les textes qui encadrent tout dans ce pays. Mais allons voir. Combien de veuves aujourd'hui pleurent devant les tribunaux? J'ai construit ma vie avec mon homme. Nous avons bâti notre petite maison. Mais le jour où mon mari décède, la belle famille me met dehors. Pourtant, elle a son acte de mariage avec la communauté des biens. Mais qu'est-ce qu'on lui sert à la fin comme jugement? Elle perd tout. Vous allez voir une femme aujourd'hui, elle se lève, elle va dans un commissariat avec les bobos sur le visage. Elle vient de te tabasser par son mari. C'est le même mari qui va monter soit dans le bureau du commissaire, soit dans le bureau du commandant de brigade. Au sortir de là, on dit, madame, vraiment, c'est les affaires de couple, allez arranger ça en famille. Vous comprenez un peu? Et en ce moment, cette femme comprend qu'elle n'a pas les moyens de sa politique. Pourtant, on a le droit qui encadre ça. Mais ce droit, donc, qui ne protège plus la personne, la victime va se retrouver où? La victime, c'est pour ça que j'ai dit, lorsqu'on dit, il y a un acte qui a été posé, et que le bourreau n'est plus présenté au grand public pour dire, cette personne qui a posé tel acte, voilà la sanction lourde qui lui a été infligée. Les gens vont continuer à dire, je vais te tuer, je vais aller en prison, je vais faire quelques jours, je sors. Voilà à quoi nous sommes rendus aujourd'hui. Parce qu'effectivement, nous avons les textes, le droit est là, mais est-ce que ce droit est appliqué avec sa dureté que l'on devrait attendre? Très bien. Malheureusement. C'est justement le message de Jean Gaspard, je vais le résumer. Jean Gaspard dit qu'il est un papa de 72 ans et il est à Douala Makepe. Il recommande aujourd'hui au gouvernement camerounais de revoir les textes et surtout d'être un peu plus dur en matière de mariage. Il ne faudrait pas accorder les mariages parce que pour lui, on se marie déjà trop jeune, sans se connaître véritablement aujourd'hui. Et c'est justement la cause de tous ces problèmes qu'on a. Mais il y a une question qui s'adresse à vous, maître. Je vais vous la lire. Bonjour les invités, je profite de cette occasion pour vous parler de la situation d'une amie. Elle s'est mariée par contrainte en 2015 et subit la maltraitance conjugale. Avant son mariage, elle avait un petit ami. En 2020, elle a eu un garçon, je pense que le message veut dire un garçon avec ce petit ami d'enfance. Elle demande le divorce et son mari refuse. Elle est technicienne supérieure d'agriculture et son mari refuse également qu'elle travaille. Que faut-il faire? Car Alice souffre dans son foyer. C'est Sergio depuis Kribi qui envoie ce message. Qu'est-ce qu'elle doit faire aujourd'hui? Bon, déjà, j'aimerais préciser que le mariage, c'est un faisceau d'obligations, de devoirs et d'obligations. Bon, en fait, à un moment donné, lorsqu'il n'y a plus cette entente-là, lorsque deux parties ne parviennent plus à cohabiter ensemble, il faudrait se poser des questions. Il faudrait également voir si ils n'entrent pas dans des canevas. C'est vrai, on ne va pas encourager les couples à aller de plus en plus vers des procédures de divorce, puisque si je reviens à ce que mon co-panéliste disait tout à l'heure, en Occident, on a des divorces sur incompatibilité d'humeur. Mais au Cameroun, le divorce est un divorce sans sanction. Parce que la loi a prévu des canevas, a prévu des causes de divorce. Par exemple, on a toujours l'habitude, on a tendance à parler de l'adultère dans le foyer, on parle de l'infidélité et tout. Mais s'il faut parler de l'adultère, il faudrait qu'une partie puisse prouver cet adultère-là. Parce que même dans le code pénal, on définit les conditions pour l'adultère. Est-ce que la partie qui veut intenter une action en divorce et qui parle d'adultère va devoir prouver cet adultère-là? Il faut se poser des questions. Maintenant, s'il s'agit des sévices, des tortures, des injures, là c'est approuvé. Parce qu'avec des sévices, tu n'as qu'à prouver un certificat médical qui démontre qu'il y a des sévices. Et à ce moment-là, une partie sur cette base peut dénoncer ces violences conjugales dont elle subit dans le foyer. Et ça peut être une cause péremptoire de divorce. Également, avec la jurisprudence, on a prévu également l'abandon de foyer qui est sanctionné également même par le code pénal. Donc, si une partie à un moment donné se sent abandonnée, parce que dans un foyer, il y a également les enfants qui subissent
peut-être qu'ils ont été abandonnés, ces enfants-là qui ont droit à la vie, à l'éducation et autres, et qui vont manquer un encadrement à un moment donné, on se pose également les questions, quels seront les impacts de cet abandon sur eux. Donc ça également peut être une cause de divorce. Oui. Donc à tout moment, sur ces moyens, la partie qui se sent lésée, qui se sent à un moment donné ne peut être cet être avec, ou bien qui se sent ne peut être l'être aimé, oui, ou bien qui sent qu'elle ne peut plus cohabiter avec son partenaire, peut intenter une action en divorce. Et maintenant, il est laissé la possibilité au juge d'étudier si les causes de divorce sont réunies dans le cas d'espèce. Très bien. Et sur cette base-là, elle peut avoir... Amel, moi j'ai un souci avec cette intervention. Je me pose bien la question de savoir si les femmes veulent vraiment leur bien-être ou elles veulent le contraire. Quand vous voyez cette intervention par rapport à ce que prévoit la loi, je pense que c'est quelque chose que les femmes de loi au Cameroun devraient vraiment défendre. Elles devraient défendre le processus de divorce au Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devait faire en sorte que ce soit aussi facilité que possible. Vous dites tout à l'heure que il y a les femmes qui sont maltraitées, qui se plaignent, elles veulent partir, on dit restez là. Pourquoi vous êtes d'accord qu'une loi demande à ce que le juge commence à regarder pourquoi est-ce que ceci, telle condition... Non, mais c'est la loi, c'est pas elle qui a créé la loi. C'est ce que je dis. Elle devrait soutenir l'abolition de cette loi, de la révision de cette loi. Exact. Ça veut dire qu'il faudrait que lorsque qu'une partie n'est plus intéressée, qu'on leur facilite la séparation. Il est hors de question que vous devez... Mais il faudrait également que les motifs, qu'il y ait de réels motifs pour qu'on puisse nous accorder cette séparation. Le jour que vous voulez vous marier, est-ce qu'il y a les motifs? Il n'y a pas de motif pour se marier. Vous ne pouvez pas vous lever un bon matin, vous partez voir l'officier d'état civil, vous remplissez juste un formulaire. On célèbre votre mariage. Pourquoi est-ce que pour divorcer, pour vous séparer, il faudrait qu'on regarde quelles conditions? On dit allez d'abord voir. Après on dit allez encore essayer de vous entendre. Et lors de cette entente, vous déplorez encore les services qui surviennent encore pendant cette période. Il faudrait que ce soit facilité. Si vous ne sentez plus à l'aise, vous dites que ceci je ne le veux plus. Mais quand vous libérez, aussi facilement que possible. C'est vrai quand même que... Allez-y. C'est vrai quand même que si on veut rentrer dans cette logique-là, de plus en plus, il n'y aura plus cette valeur du mariage. On va arriver à une étape où le mariage devient comme une forme d'amusement. Exact. Oui. Si on laissait cette latitude de pouvoir divorcer sur une simple base d'incompatibilité d'humeur, c'est que dans la société actuelle où il y a une grande influence des réseaux sociaux, des couples ou bien dans des foyers, on assistera à du n'importe quoi. Mais vous savez les difficultés que vivent beaucoup de foyers actuellement, rien que du fait d'avoir bloqué ce divorce. Vous savez, vous êtes enregistré tous les jours. Vous savez que la majorité des cas les problèmes dans nos juridictions. Mais là, je pense que c'est les textes qui doivent être défendus. L'Assemblée nationale. Voilà, il y a deux problèmes cruciaux que nous vivons dans les tribunaux ici actuellement. Il y a le problème des terres et le problème des hommes et des femmes. Ce sont les deux problèmes qui dérangent. Maintenant, le cas des divorces, vous allez trouver, s'il y a 500 dossiers dans les juridictions, vous allez trouver qu'il y a au moins 300 qui sont en instance depuis des années, où les hommes sont dans les couples sont dans le foyer, où ils ne se parlent pas. Ils ne partagent rien en commun, mais ils sont là. Ce qui n'est pas normal. Pourquoi ne pas leur permettre de se séparer et que chacun reprenne une vie normale? S'ils veulent se remarier, qu'ils reprennent après. Ça, c'est une évidence. Mais je pense qu'à côté de ça, mon copanéliste d'en face a évoqué un cas crucial tout à l'heure, qui est le système de répression. Je pense que si on doit essayer de remédier à cette situation, on ne va pas trop s'appesantir sur la notion de divorce. On va plus s'appesantir sur la notion de répression des violences conjugales qui sont décriées à un moment donné. Parce que là, c'est une évidence. Notre système répressif au Cameroun n'est pas assez lourd.
C'est la raison pour laquelle on a ce taux vraiment remarquable de féminicide à l'heure actuelle. Depuis le mois de janvier, on parle de 20 cas, près de 20 cas de féminicide. Déclarés. Ça, c'est les déclarés, parce que voilà. Ça, c'est ce qui est c'est les cas déclarés, oui. C'est ça qui est déclaré. L'année dernière, on était à près de 66 cas, les cas déclarés. Donc, vous voyez qu'on doit se poser la question. Déjà qu'à la base, le féminicide, même en lui-même, ne fait pas l'objet d'une répression autonome au Cameroun. Vous n'allez pas voir dans le code pénal la notion de féminicide. Maintenant, lorsque le bourreau, à un moment donné, sait que il va frapper et il va tuer, ou bien s'il frappe et qu'il arrive que la personne, la victime décède, il va écoper une peine d'emprisonnement peut-être de 10 ans et peut-être pour coup mortel, et par la suite il est relâché. Comment est-ce qu'il va être retenu de commettre un acte? Il va devenir un serial killer. Et c'est ça. Là, oui, c'est ça. C'est ça. Voilà ouais. Le côté qui doit être revu et que nous décrions à l'heure actuelle. Ce système de répression qui n'est pas assez lourd. Il devrait être assez lourd. Et je pense que lorsque ce système de répression sera revu à la base, la notion de divorce ou bien de séparation ne sera plus un poids. C'est pas bien d'attendre que l'acte soit commis avant de voir la sanction. Bon, ça veut dire que vous préférez que quelqu'un commette l'acte et qu'on le condamne. Ça, c'est un débat à l'Assemblée. Ça, c'est un débat à l'Assemblée, malheureusement. C'est autant mieux anticiper. La loi, c'est l'Assemblée, malheureusement. Autant mieux anticiper. Ça veut dire voir quelles sont les causes, beaucoup de causes de divorce. Quelqu'un veut divorcer. Vraiment, il faut lui faciliter la tâche. Il se sépare. Voyez-vous, il y a des maisons où le monsieur dit « je ne te veux plus ici ». Tous les jours, quand il rentre, il va te faire quelque chose rien que pour que tu partes. Mais toi, tu restes là. Tu dis « non, vraiment, je ne pars pas ». Si c'était facile d'aller demander le divorce, ou bien même un membre de la famille, si votre petit soeur est maltraité, vous pouvez lui dire « ok, allons, moi je redis la requête à la place ». En quelques jours, c'est validé. Elle peut se faire part. Mais elle est contrainte de rester là. Quel que soit ce qui arrive, parce qu'il y a quelque chose qui lie les deux. Vous avez un autre homme avec qui vous pouvez avoir des affinités ailleurs. On vous dit, vous ne pas partir. Vous allez rester là parce qu'il y a un lien de mariage. Mais justement, je vais poser la question sur les responsabilités après, mais Tekla, justement, on est en train de parler de ces responsabilités. Est-ce que la séparation aujourd'hui est la solution? Pardon, justement. Tekla Lens, c'est ça? Agnès Nelly. Pourquoi je me trompe sur ce nom? Alors j'espère que ça va me rentrer dans la tête. Alors justement, pourquoi est-ce que aujourd'hui la séparation va être la solution à ces problèmes? Parce que justement on parlait de ce monsieur qui, si c'est dans ses gènes, dans son ADN, c'est un message qui est arrivé dont j'essaie de paraphraser, si c'est dans son ADN et qu'on accorde la séparation, est-ce que celui-là n'est pas un danger pour la société? Parce que c'est toutes les femmes qu'il va rencontrer, croiser sur son chemin, qui seront victimes justement de ces sévices. Justement, c'est très problématique ce cas-là. Là, on va parler d'un suivi psychologique. Oui, justement, c'est de ça que je voulais parler. Très bien. Il faudrait que les psychologues ne sont pas là pour orner les bureaux. C'est vrai, en Afrique, on ne considère pas trop cette pratique-là. Mais il faudrait qu'on commence à y penser vraiment. Les psychologues devraient aider ces couples-là avec plus de fermeté. Parce que je vais dire n'importe quoi. Je vais prendre le cas de la dame qui s'est suicidée et avant cela, qui a tué ses trois enfants. Je pense que si elle avait été suivie, sûrement les choses auraient été différentes. Tout à fait. Parce que lorsqu'on parle de séparation, justement, le monsieur a préféré se séparer d'elle puisqu'il ne voulait plus d'elle. D'après ce qui a été dit, et qu'elle n'a pas pu supporter cela, a préféré partir avec ses trois enfants. Je pense que là, à ce moment, intervient le rôle des psychologues. Oui, la séparation n'est pas toujours la première hypothèse. Parce que d'une séparation, il y a des blessures des deux côtés, selon moi. Il y a des blessures des deux côtés parce que même cet homme-là qui se dit dans les bras d'une autre femme va trouver de réconfort, non, pas totalement. Parce qu'il y a un moment donné, il est face à certaines situations avec la nouvelle
Et puis, il est obligé de lui avancer que avec l'autre, Très bien. c'était pas comme ça. Donc, vous voyez que c'est déjà un problème psychologique. Et lui-même aussi, il n'est pas bien psychologiquement. Parlant, oui. Ce qui n'est pas bien. Oui, il n'est pas bien parce Vous qu'il savez, est en train de froisser l'autre. Non. Vous dites qu'il n'est pas bien. C'est dangereux. Donc, Moi, je voudrais... c'est vous qui pensez qu'il est bien. Parce qu'un homme qui est en train de... Lorsque tu lui fais à manger, il te dit, vraiment, tu ne pouvais pas tarir plus cette tomate. Parce que l'autre, j'étais habitué à manger tomate un peu plus tard, pour exemple, banane, Oui. ça. Donc, vous pensez que cet homme-là, il est bien moral et mentalement? Je ne pense pas. Non, moi, je voudrais dire... Alors, excusez-moi de vous couper, avant qu'on ne poursuive, on a au moins les 20 derniers messages qui demandent qu'on ne change pas de sujet, qu'on reste sur le sujet parce qu'il y a également des questions qui sont posées dans les visas étudiants. Nous sommes désolés, on répond aux téléspectateurs, c'est pour eux que nous sommes là. Okay. Donc, on va garder ce sujet jusqu'à la fin du Dash Talk. Allez-y. D'accord, je voudrais dire... ce sujet m'interpelle. Parce que lorsque nous sommes sur un plateau comme celui-ci, parfois nous devons échanger avec les autres. Et moi, j'ai été extrêmement violent. Pratiquement les 5 premières années de ma vie de couple. Oui. Pour ne pas dire les deux ou trois premières années, j'étais vraiment l'homme doux. Mais subitement, je suis devenu violent. Et sans comprendre pourquoi j'étais devenu violent. Je vous dis extrêmement violent. Et je rends grâce à Dieu parce que le pire sera arrivé. Alors, quand il a fallu qu'il y ait un break, chacun a pris sa route. Ça fait en sorte que, avec le temps, chacun a fait son examen de conscience. Chacun a cherché sa part de responsabilité dans la crise. Et moi, je suis arrivé à une conclusion. La femme est nourrie par cet instinct maternel qui l'amène à toujours être la protectrice de son mari. De son mari, de toute la maison. Or, moi, dans ma jeunesse à l'époque, je croyais que c'était de la pression qu'elle mettait à moi, elle m'empêchait de vivre ma liberté. Donc, lorsqu'elle disait, c'est quoi cette histoire, tu rentres tard? C'est quoi ceci? Je trouvais qu'elle m'embêtait à un moment. Vous comprenez un peu? Et c'était la bagarre. Je vous dis, c'était la bagarre. Parce que je n'arrivais pas à comprendre que tu prends une femme que tu te dis c'est ton épouse, mais c'est elle qui devient la policière dans ta Elle vie. vient te commander, c'est le terme que vous utilisez. Ok, c'est elle qui devient policière dans ma vie, c'est elle qui veut mettre des barrières, elle veut limiter mon champ d'action. Ça, je ne supportais pas. Je ne supportais pas. On pouvait peut-être parler de sorcellerie, de patati patata. Je dis non. À un moment, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui était à l'origine de toute cette tension. Parce que c'est celle-là qui se mettait à se dire, mais je parle à mon mari, il ne m'écoute pas, qu'est-ce qui se passe même dehors? C'est-à-dire, elle est même prête à aller fouiner dans ta vie de dehors. Parce qu'elle cherche à récupérer son homme et l'a façonné tel qu'elle voudrait avoir un mari idéal à ses côtés. Mais ça, c'est un message qui ne passait jamais dans ma tête. Mon problème, c'était, je suis avec des amis, on monte, on descend, s'il faut même que je rentre le lendemain. C'était ça, mon épanouissement, plein épanouissement. Être marié, mais être libre. D'accord? Mais elle n'avait jamais conçu cela comme le mariage. Et ce que moi, je voyais autrement. Comprenez un peu. Oh, il avait fallu qu'il y ait ce break, que chacun prenne sa route. C'est important. D'accord? Que chacun prenne sa route. Et qu'avec le temps aujourd'hui, on commence à se dire, ah, donc, je commettais autant d'erreurs qui m'ont même fait prendre beaucoup de retard dans le développement de ma vie. Donc c'est pour ça que je voudrais échanger avec certains hommes pour dire, ne prenons pas cette femme, ce partenaire de vie, comme le diable que Dieu a envoyé dans ta vie. Non. Elle est là comme partenaire de vie. Parce que partenaire de vie, ça veut dire quoi? Chacun doit trouver son intérêt à côté de l'autre. Son épanouissement à côté de l'autre. Mais nous les hommes aujourd'hui, on a l'impression que quand la femme arrive, non, c'est comme je dis souvent, la période de fiançailles, c'est une période d'hypocrisie. Chacun veut montrer le meilleur de soi-même, alors qu'on cache notre vraie nature. Et quand je vais maintenant, ça je le dis à mon âme et conscience, quand je vais maintenant revisiter ma vie, dans ma tendre jeunesse avec les parents et autres, c'était les bagarres tous les jours. C'était les bagarres tous les jours. J'ai grandi dans cet environnement-là où on cogne maman à côté, on cogne ma tante à droite, on tape ceci, c'était les bagarres partout. Et donc moi,
étant déjà adulte, quand je me mets en couple, j'ai l'impression que quand la femme t'énerve, donne les coups de poing. Exactement. Vous comprenez un peu? Donc c'est pour ça que je dis, à un moment, il faut qu'on se mette à éduquer les hommes. À mener des campagnes de sensibilisation, comment gérer le couple. Parce qu'on parle du mariage, mais on ne sait pas qu'il y a la préparation au mariage. C'est aussi une profession, c'est comme une profession. Je ne peux pas décider de devenir journaliste ou avocat ou n'importe quoi sans avoir des outils qu'on appelle la formation. Il y a ce qu'on appelle la préparation au mariage, la formation au mariage. Mais aujourd'hui, on se met ensemble, on dit, ah, elle est belle, la fille là, elle est bien bâtie, elle peut être bien pour moi. Mais non. Donc voilà autant de choses qui font en sorte aujourd'hui que lorsqu'on se met ensemble, sans avoir ces outils, sans même se laisser accompagner, on se dit, allez, on engage notre aventure. Et puis on commence à découvrir un de ces matins que non, il y a. Mais la honte commence à nous animer. C'est toi qui avais fait le choix. Ne viens pas nous parler. C'est toi qui avais dit que c'est ton homme. On ne veut rien entendre. Tu vas assumer et tu vas assurer. Je pense que vous allez vous donner beaucoup de conseils aux hommes parce que beaucoup sont là en train d'accuser leurs partenaires ou leurs épouses. Mais maître, je reviens vers vous avec Sergio de Kribi qui a envoyé le message. Il dit, il a l'impression que vous n'avez pas répondu à sa question. Elle a été mariée par obligation. Elle n'a pas fait le choix. Elle n'a pas choisi. Okay. Elle a été obligée de se marier et son époux refuse qu'elle travaille. Comment est-ce qu'elle doit procéder aujourd'hui? Parce qu'elle n'a pas d'argent justement pour aller se prendre un avocat. Elle n'a pas d'argent. Comment est-ce qu'elle doit faire aujourd'hui pour justement se libérer de ce mariage qui l'empoisonne? Ok, bon, comme je disais tout à l'heure, parce que peut-être on ne s'est pas bien compris. Là, dans le cas d'espèce, il est en train de parler d'une base. Donc, elle est en train de vouloir demander le divorce peut-être pour incompatibilité ou bien... Violence, maltraitance, c'est ce qu'il a dit précédemment. Oui, voilà. S'il y a violence, s'il y a des injures, s'il y a des sévices, ça fait partie des causes de divorce. Sur la base de cette action, sur la base de ces éléments, elle peut se rapprocher d'un avocat, parce qu'il faudrait préciser que les services de l'avocat n'est pas toujours payant. Ou de la délégation de la promotion de la femme, ou bien même de la délégation de la promotion de la famille. Il y a des services sociaux qui sont faits pour la circonstance. Elle peut évoquer cet élément et sur la base de sa déclaration, on va convoquer son époux qui viendra s'exprimer, qui viendra s'expliquer. Et si au terme de cette tentative de conciliation, parce que même auprès des services sociaux, on essaye de voir ce qui ne va pas. On est plus dans la conciliation que dans la séparation. On est plus dans la conciliation. C'est peut-être ce silence aujourd'hui qui conduit à ces féminicides. Justement, moi je pense que c'est le préalable en principe. Ce n'est pas ce silence, qui conduit à des taux de féminicide, parce qu'il y a des foyers où à un moment donné, il y a des incompréhensions. Il y a même la famille qui a un grand impact, qui joue un grand impact sur ce foyer-là. Puisque le mariage, c'est deux personnes. Tout à fait. Il faudrait voir s'il n'y a pas de pression externe. Il faut voir si les parties sont libres de pouvoir faire quelque chose ensemble, de pouvoir bâtir quelque chose ensemble. C'est la raison pour laquelle les services sociaux sont là pour les accompagner. Les services sociaux jouent leur rôle. Maintenant, lorsqu'elles ne parviennent pas à s'entendre au niveau du service social, elles ont la possibilité d'aller devant les tribunaux. Parce que généralement, lorsqu'il n'y a pas une entente, le service social fait un rapport qu'ils envoient au tribunal. Très bien. Et là, l'affaire va passer au tribunal. Quand elle dit qu'elle n'a pas d'argent, au droit local, dans nos tribunaux coutumiers, elle a cette possibilité avec près de 20 000 francs à peine. L'affaire sera enrôlée. Étant donné que ce n'est même pas elle qui va enrôler, c'est le service social qui va déléguer l'affaire là-bas. Et juste la patience, parce que l'affaire va être appelée 1, 2, 3 fois, son mari va être convoqué. S'il ne se présente pas, il y aura une décision par défaut qu'elle va signifier à son mari, qu'elle va signifier à cet époux-là. Donc moi je pense qu'il y a des portes ouvertes. Lorsque les éléments réunis par la loi y sont, oui, elle a une porte qui est ouverte. Mais si c'est qu'il n'y a pas d'éléments, c'est qu'il n'y a pas d'éléments. S'il n'y avait pas cette violence, elle a déjà parlé le cas des maltraitances. Elle a parlé, et même si ce monsieur a abandonné le foyer, c'est également un fondement pour le divorce. Ça a été prévu par la jurisprudence camerounaise. Mais à ce niveau, il y a eu un élément qui a été évoqué.
la production de la preuve de la maltraitance morale. C'est cela le problème. Parce que la maltraitance physique, la violence physique, facilement produit des preuves. Effectivement. D'accord? Mais quand c'est cette maltraitance morale, comment est-ce que la femme peut parvenir à démontrer ce qu'elle subit? Parce que, prenons le cas, ce que nous vivons dans la société. Hein. Une femme est là, elle est mariée, et puis il n'y a pas de bonne relation avec la belle famille. C'est les belles sœurs qui viennent l'insulter matin, midi et soir, ainsi de suite. Comment est-ce qu'elle va démontrer cela? Vous comprenez un peu? Oui. Elle va se plaindre, comme celle qui dit « il ne veut pas que je travaille, il ne veut pas que je fasse ceci ». Elle va démontrer ça comment? C'est ça le problème aujourd'hui, parce que c'est... Et l'homme qui se dit « moi, je ne suis pas prêt à divorcer ». Or, ce monsieur, quand il le dit, c'est pas parce qu'il aime sa femme. C'est vrai. C'est parce qu'il veut continuer à voir cette dernière souffrir. Oui. C'est pour ça qu'il s'oppose au divorce. C'est pas parce qu'il ne s'oppose pas pour dire que chérie, je t'aime trop, j'aimerais que tu restes encore là. Non. C'est parce qu'il dit ce procès-là que tu es en train de demander en divorce, tu attendras 1000 ans. On entend ça tous les jours dans le tribunal. Oui, tu attendras 1000 ans. Je vais toujours m'opposer. Mais est-ce que la loi n'est pas la principale responsable de maintenant, comment donc produire cette preuve-là de ce qu'elle subit moralement? Parce qu'alors aujourd'hui, dans les services de santé mentale, vous allez trouver plein de jeunes filles qui sont couchées là-bas. Vous voyez donc, le champ est tellement vaste. Bon, c'est vrai quand même que le champ est tellement vaste. Il y a des réalités dans notre société qu'il faudrait décrier. Et à un moment donné, on a ces lenteurs judiciaires que nous avons. Parce que voilà un grand problème. Parce que quand le monsieur dit à un moment donné qu'elle attendra longtemps pour avoir ce divorce, c'est parce qu'il sait que quand par exemple elle aura, si par exemple elle a gain de cause en instance, il pourra faire appel et le temps de l'appel, il va continuer à exercer une pression morale sur elle. Et après l'appel, ça va aller au pouvoir. Le temps même que la procédure soit tranchée également au pouvoir, là également, il va continuer à exercer cette pression. Et cette femme-là n'aura pas cette liberté dont elle veut à un moment donné. Est-ce qu'aujourd'hui, le mari a le droit d'empêcher, de refuser à ce que son épouse ne travaille? Justement, ça c'est une bonne question, c'est non. Je profite de cette question pour revenir sur le système éducatif. Parce que mon co-panéliste tout à l'heure a parlé des campagnes d'éducation. Il faudrait éduquer des partis qui s'engagent à aller signer devant monsieur le maire. Est-ce qu'à un moment donné, on est conscient de ce qu'on va rechercher dans le mariage? Le mariage, c'est un faisceau de devoirs et d'obligations. Tout à l'heure, on évoquait une cause économique qui a un grand impact dans le foyer aujourd'hui, ou bien l'une des causes à un moment donné de féminicide. Mais pour qu'on n'en arrive pas là, il faudrait que la femme ou l'homme comprenne à un moment donné qu'il faudrait ce système d'autonomisation, parce que il faut savoir que ce soit l'homme, que ce soit la femme, dans la société actuelle, avec le capitalisme ambiant que nous vivons aujourd'hui, chacun doit contribuer aux charges dans le foyer. Absolument. Et pour cela, il faudrait que les partenaires soient conscients, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, elle doit être active dans le foyer. Donc, avec les circonstances de notre société, un partenaire, il est évident qu'un partenaire ne doit pas empêcher sa femme d'exercer une activité. Étant donné que c'est cette activité-là qui l'empêche de vivre des pressions du foyer. Parce que garder un foyer pour cette femme-là, ce n'est pas évident. À un moment donné, lorsqu'on a 1, 2, 3 enfants, s'il faudrait rester à la maison, ce sont des crises de folie qui vont commencer à un moment donné. Et avec notre société où l'homme, de plus en plus, on a ces cas d'infidélité, s'il faudrait que la femme trouve un moyen de déstresser, c'est avec cet emploi qu'elle pourra essayer de parvenir à garder son foyer. Donc, il est évident que l'homme n'a pas le droit
d'empêcher sa femme de travailler. Ça, c'est une notion, on entre là dans une étendue d'une société patriarcale. Parce que beaucoup d'hommes se disent, comme ils sont des chefs de famille, le chef de famille doit faire ceci, le chef de famille doit faire cela. Là, c'est un abus du mot chef de famille. Très bien. Voilà, vous avez la réponse à votre question. Bonjour à vous sur le plateau. Je trouve que la femme ne lutte pas assez pour ses droits. Les femmes devraient lutter pour que la loi leur permette une séparation plus facile, car elles subissent trop de douleurs dans les mariages. Si la sacralisation du mariage est difficile, on ne devrait pas faire une loi qui fait divorcer à coups de tête, mais une loi qui rend plus léger les divorces ou les méthodes de séparation dans les cas même de violence verbale. La loi doit être répressive pour les cas de violence conjugale, voire la peine capitale, et supprimer les cas de circonstances atténuantes que vous avez là-bas au niveau des juridictions. Nos lois ne protègent pas assez la femme, même pour l'héritage. Et j'ajoute, je suis trop embêtée du fait que les gens priorisent absolument la loi. La procédure, quand il s'agit d'une vie, le mariage, s'il est sacré, la vie l'est encore plus. Si votre vie est en danger, je vous conseille à tout un chacun de mettre de côté les procédures et de partir, quitte à subir les sanctions pénales. Ne restez pas dans un mariage parce que vous ne pouvez pas prouver les cas de sévices ou tout autre. Partez, sauvez votre vie d'abord, même sans décision de justice, encore qu'il n'y a pas de divorce par consentement au Cameroun. Voilà, on a donc des messages ici. Malheureusement, monsieur Kokolo Christian, on n'est pas ici pour parler de la maltraitance que les femmes infligent à leurs neveux ou aux enfants dont elles s'occupent. On parle des féminicides ici. Okay. Le féminicide au Cameroun est lié à un mélange de traditions patriarcales, violence conjugale, jalousie, impunité et tension sociale. Bonne fête à toutes les femmes, c'est Eric Nadi depuis Mouanko, dans la Sanaga maritime. Alors, je vais poser Agnès. Très bien. Je vais vous poser la question. Est-ce que justement, je posais la question de savoir si la loi n'est pas la principale raison ou conséquence des féminicides qu'on a aujourd'hui. Parce que si une femme va au tribunal et on vous dit non, il faut d'abord aller chercher à résoudre le problème, et que dans le mariage, l'homme dise bien tu as voulu te séparer de moi, et qu'il accentue encore les pressions, et la femme se retrouve justement coincée. Est-ce que ce n'est pas la loi qui est la principale responsable aujourd'hui? Avant de l'affirmer, parce que je l'affirme déjà, avant de l'affirmer, je vais vous conter une petite histoire. J'ai une sœur qui vivait dans une relation où elle a été dotée, mais pas mariée officiellement. Elle a subi tellement de sévices là-bas, la bastonnade, la maltraitance et tout ça. Et la belle famille qui venait à tout moment, à tout bout de champ, devant son époux même, l'agresser. Pas tout de même. À un moment donné, elle était là. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait là. Elle-même disait tout les choses. Je ne sais pas ce que je fais ici, mais je suis là. Oui. Je subis tout ce que je subis. Bon. Jusqu'au moment où le monsieur et avec toute sa famille là, ils l'ont mise à la porte avec des enfants. Moi, je l'ai accompagnée aux services sociaux. Et elle a rencontré la responsable. La responsable a tellement été touchée, celle qui avait pris son dossier, touchée par la situation. Tellement touchée. Quand on convoque le monsieur, le premier rendez-vous, il n'a pas honoré. Oui. Le deuxième rendez-vous, il est venu, mais à l'insu de la dame en question, puisqu'on devait les confronter. Mais il est arrivé un peu plus tôt. Lorsque la dame arrive, je l'accompagnais. Lorsque la dame arrive, il était déjà assis là avec la dame de services sociaux. Et puis la dame de services sociaux commence à crier sur elle. Mais vraiment, je n'aime pas ce genre d'histoire. Quand vous venez ici donner les vraies versions, vraiment, tu es une sorcière, tout ça. Oui, parce que le monsieur avait dit que c'est une sorcière, elle pratique. Sa maman, sa tante l'amène dans les maisons des marabouts. Oui. Et la fille se met à pleurer devant moi. Moi, je lui ai dit, rentrons. Je lui ai dit, rentrons et ne reviens plus ici. Parce qu'on sait ce que c'est que notre beau pays, avec ces mots. Hein? Je ne sais pas. Et lorsqu'on a posé ce problème à d'autres personnes, ils nous ont dit, cette dame a été soudoyée. Donc, je pense, cette histoire-là, je raconte cette histoire pour répondre à votre question. Oui, la loi y est pour quelque chose. Oui. La loi est parce que lorsque une femme est martyrisée à la maison, généralement, c'est parce qu'elle n'a pas d'emploi, parce qu'elle n'a pas de moyens de suivi. Et elle se voit pas en train d'entamer une procédure sans argent. Ce qui est sûr, sans argent, cette procédure n'aboutira jamais. Donc, voilà un peu mon avis à ce sujet. Très bien. Bonjour Dash Talk. Moi, je pense qu'un homme, ça s'adresse à vous André, parce que un homme n'est pas violent pour rien.
Il y a des femmes qui amènent les hommes à être violents. Je vais prendre l'exemple sur moi. Je suis un homme en tenue, je sors de mission. Avant d'y aller, j'ai laissé ma fiancée dans un local avec tout ce qui va avec comme confort. Je note ici que nous étions en location. J'apprends qu'elle me trompe. À mon retour, je constate que là où je l'ai laissée en location, elle n'y est plus depuis. Elle est partie depuis le même mois de mon départ en mission. Elle a déménagé toute ma maison avec tous mes documents sans donner suite où elle vit. J'appelle, ça ne passe pas. Elle m'a bloqué. J'appelle sa famille, personne ne connaît sa position. Je deviens sans abri alors que je fais confiance à une femme. Dites-moi à ce niveau comment réagir. Ok. C'est une histoire qui est un peu bizarre. Très bien. Parce Merci. que je commence d'abord par reprendre ses propres mots. On m'a dit qu'elle me trompe. D'accord. Quand on se met en couple, on ferme les oreilles à gauche et à droite. On se parle. On se parle. C'est ça la vie de couple. Le couple, ça veut dire deux. On a pris l'engagement, nous n'étions que deux. Oui. D'où vient-il qu'une tierce personne vienne se greffer à notre vie de couple pour dire on me dit qu'on a vu ta femme à tel endroit, on m'a dit qu'on a vu ton mari à tel endroit, et on conçoit cela. Lorsqu'on a donc ouvert les portes à ce Congo-ça-là, on devient soi-même acteur majeur de la destruction de sa vie de couple. Très bien. D'accord? Cette femme, ou alors ce monsieur qui est en train d'envoyer ce message, il sait bien pourquoi cette femme, ou alors sa fiancée est partie. C'est un alibi de dire qu'elle me trompe, c'est pour ça qu'elle a déménagé. Non, elle serait partie et laisser ses effets. Quand une femme décide de ne plus se mettre avec un homme, elle va l'abandonner avec ses effets. Elle va l'abandonner avec ses effets. Mais si elle a déménagé avec les effets, le plus souvent, c'est pour qu'elle voit, pour que l'homme comprenne que l'acte qu'il a posé a été tellement fort que la femme a dit « je vais te punir ». Très bien. Qui cherche sa femme ou alors sa fiancée, il va la retrouver et il reviendra à une autre émission nous dire exactement, monsieur Bibou m'avait raison, c'est moi le problème. Très bien. Bon, c'est un message qui demande du Sud-Ouest qui demande de croire à son potentiel et à beaucoup d'autres choses. Il encourage justement. Oui, elle permettra peut-être qu'on vous donne son numéro. C'est des téléspectateurs qui demandent à avoir votre numéro. On va vous l'envoyer si elle le permet. Bonjour, madame et messieurs sur le plateau. Que les femmes épousent les hommes de leur âge et vous verrez les choses s'améliorer. Quand le mari est le plus âgé que la femme, c'est la porte ouverte au féminicide. Est-ce que réellement la femme mariée doit bénéficier de la protection de son mari et pour cela, elle ne devrait pas se mettre à dos la belle famille parce que les femmes mariées ont tendance à croire que l'acte de mariage lui confère autorité sur son mari et partant sur sa belle famille. Donc, on va lire, on est en train de sortir de l'émission également. Très bonne émission. Dans tout, je pense qu'il dit qu'il faudrait faciliter le divorce. Ça fait déjà 3 ans, aucune raison valable. Sa femme lui refuse les rapports sexuels. Moi, je profite de cette occasion pour vous demander, une femme qui refuse les rapports à son partenaire et le fait le jour où elle veut, il n'y a plus de relation, mais elle utilise les enfants tous les jours, l'argent. Je ne comprends pas bien ce qu'il dit. En fait, il dit que la femme ne remplit pas ses droits conjugaux. Il devrait également comprendre qu'il y a des moments où la femme n'est pas disposée ou disponible pour faire justement. C'est vrai quand même que la consommation du mariage est vue dans les devoirs et obligations des époux. Donc, si à un moment donné, il n'y a plus la non-consommation du mariage, ça fait partie également des éléments qui peuvent être mis dans le dossier pour solliciter, pour intenter une action en divorce. Parce que si c'est prouvé que les parties, il n'y a plus cette consommation du mariage, parce qu'il faut préciser que bon, c'est vrai que non, c'est la raison pour laquelle on va essayer de les concilier. N'est-ce pas, quand une partie est convoquée devant le tribunal, elle vient dire si ce que l'autre dit est vrai. On demande de prêter serment. On va essayer, et ils vont prêter serment et on va les entendre. Même c'est devant les services sociaux, parce que devant le service social, vous n'êtes que 2 dans le bureau de celui qui va vous entendre. Oui. Et on invite que les témoins, lorsqu'il y a ces difficultés-là, oui, il y a nécessité. Il y a eu des cas où on a invité les témoins, surtout dans les cas de violence, même violence psychologique dont vous évoquez là. À un moment donné, il y a eu des cas où on a cherché à voir si on peut entendre la maman ou bien peut-être un partenaire ou bien une personne qui est restée, qui a cohabité avec des époux. Donc on peut enquêter sur ces éléments-là. Mais s'il n'y a plus la consommation du mariage, à un moment donné, il faut se poser des questions. J'ai eu un cas, je pense que c'est même récent, une femme à un moment donné qui décriait que son mari, elle ne voit plus son mari au lit. Ça fait près de 2 ans. Vous voyez qu'il y a ce moyen de communication
qui manque dans le foyer. Parce que le sexe dans un foyer, c'est un moyen de communication. Oui. C'est ce moment-là où vous parvenez, où les parties parviennent à voir les lacunes qu'elles ont, à partager ce qu'elles n'ont pas pu partager en journée et tout. Donc s'il n'y a plus ça, elles peuvent demander le divorce. Bonjour à vous sur le plateau. Moi, je ne donnerai pas mon nom parce que je suis également sous contrainte. Mais mon mari, probablement, s'il regarde cette émission, il saura que je parle de notre couple. Tu ne peux pas mentalement me briser, me détruire et vouloir que je fasse les rapports avec toi. C'est ce que tu fais. Et alors, je pense également que la loi est injuste à ce niveau parce que quand je subis des sévices mentaux et moraux, je ne sais pas comment est-ce que j'aurai la force ou même la volonté de remplir mon devoir conjugal en tant que femme. Étienne. Où est lors d'une circonstance pareille, un homme qui ne parvient pas à trouver une certaine satisfaction dans son foyer et qui va se débrouiller ailleurs. Vous vous attendez à quoi lorsqu'il apprend que celle-là est en train de le faire ailleurs? Il faut poser cette question. Vous restez avec votre femme à la maison, elle refuse d'accomplir son devoir conjugal. Et vous vous rendez compte qu'elle le fait parfaitement ailleurs. Mais ce stress-là qu'elle subit peut le pousser, s'il est vraiment violent, à commettre un acte qui sera irréparable. C'est autant de choses. Donc, c'est vous qui avez dit tout à l'heure que dans vos réunions des femmes que vous faites, il y a beaucoup de choses que vous devez vous dire là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui poussent les hommes à réagir très mal dans les foyers. Mais devant les gens, personne ne va évoquer la vraie raison. Vous avez plusieurs fois, vous avez trouvé un foyer où l'homme et la femme se plaignent devant des témoins, ou bien devant un juge, ou devant les parents. La vraie raison ne sera jamais évoquée là. Les deux seuls savent ce qui se passe. L'homme ne viendra pas facilement dire à sa belle-mère que là où tu vois là, ta fille refuse les rapports sexuels dans la chambre. Mais il continue à accumuler cette colère tous les jours jusqu'à ce que, en posant un acte, que ce soit un acte qu'il ne pourra pas contrôler. Et ça arrive à autre chose. Donc, il y a beaucoup de choses qui poussent vraiment des hommes. Vous avez dit tout à l'heure, ne revenez pas tout simplement dire que les hommes font tel ou tel. C'est pas pour les soutenir, c'est pas pour les encourager, mais les femmes posent des actes qui sont vraiment très dangereux dans les foyers. Mais il faudrait peut-être se poser la question de savoir ce qui a conduit la femme à poser ce genre d'acte, notamment ce que vous avez que là, c'est selon un message. Alors, on dit aujourd'hui que les femmes au Cameroun, la plupart sont déplorables parce qu'elles portent plus l'attention sur le pagne que sur la réalité. On a près de 4 femmes sur 10 qui ont été victimes de violences physiques ou sexuelles infligées par leurs partenaires, selon les données récentes d'Atlas Socio, qui est basé sur l'indicateur de violence Against Women, qui place le pays à la 16e place mondiale. On a entre 2023 et 2026 212 cas de féminicides qui ont été recensés par Griot TV, cette web télévision camerounaise qu'on connaît 100% féminine. Alors, aujourd'hui, on est en train de sortir de ce programme. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? On va finir par Maître. Je commence par vous. Face à cette situation qu'on vit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Face à la situation de féminicide, c'est ça? Exact. Je pense que lors des problèmes de couple, il ne faut pas que la femme attende d'obtenir la permission de divorcer. Il faudrait qu'elle quitte le foyer lorsque les violences persistent. Je pense sincèrement qu'il faudrait que les femmes sortent du silence. Il ne faudrait pas que les femmes continuent de penser qu'elles sont fautives, qu'elles sont à l'origine des problèmes de couple, de leurs problèmes de couple. Pas toujours. Je vais essayer de... Allons-y rapidement. Je vais essayer de parler de ce que mon copanéliste disait tout à l'heure. Oui, lorsqu'une femme refuse des rapports, peut-être ça peut pousser son partenaire à arriver à ce niveau. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? Qu'est-ce qui pousse la femme d'abord à refuser d'avoir des rapports avec son mari? C'est ce qu'il faut chercher à savoir d'abord. Peut-être elle exige quelque chose, peut-être elle réclame quelque chose, et puis l'homme fait la sourde oreille. Donc, des problèmes de couple se gèrent généralement à travers les psychologues. Si ça ne va pas, très bien, il est mieux de se séparer. Très bien. Alors, on a un Burkina Faso, justement, où on a dit non aux célébrations du 8 mars. On a réorienté la journée de la femme. On parle des problèmes de la femme. On finance, on renforce l'autonomisation économique des femmes. On finance justement les activités des femmes. Mais au Cameroun, nous, on reste la plupart du temps sur le pagne, sur les festivités, sur les célébrations.
Oui, on a rendu ça un événement festif, malheureusement, parce que, je le dis toujours, on n'a pas parlé de la fête internationale de la femme. Bien. On parle bien de la journée internationale de la femme. C'est une journée de réflexion sur les problèmes que rencontre la femme, sur les revendications féminines. C'est pour ça qu'il faut toujours rappeler la genèse de cette journée à toutes les femmes. Pas le fait d'aller faire des parades au niveau des boulevards, que ce soit dans toute la région du Cameroun, mais de se pencher sur les véritables problèmes auxquels font face les femmes aujourd'hui. Oui. Donc, et tant que on ne prend pas la peine de parler aux femmes de la journée, mais plutôt de dire, si par exemple on décide l'année prochaine, il n'y a plus de pagne, il n'y a plus de défilé, d'accord? Les femmes prenons donc conscience du fait que, il y avait eu une journée qui nous était dédiée, mais qui avait plutôt un sens qui était différent du sens de la fête. Très bien. Donc c'est ce que je voulais apporter comme élément. Qui va encore défiler devant Maman Chantal Biya? Alors, Étienne Sekfi, justement, on dit ici que fuir son foyer est une mauvaise solution car il rattrapera et la suite sera cruelle. Vaut mieux sauver une vie ou sauver son mariage? Mieux vaut sauver une vie. Mieux vaut sauver une vie que de sauver le mariage. La vie, ce n'est pas nous qui décidons de la vie des autres. Ce n'est pas nous qui avons créé la vie. Il faut vraiment être quelqu'un qui suit les évangiles, il faut être un croyant, comprendre que le bien-être sur terre appartient à tout le monde. Si ça ne va pas entre deux individus, c'est mieux de se séparer. Très bien. Donc, alors, Maître Aurélie, aujourd'hui au niveau de la loi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour protéger un peu plus les femmes que cela? Comme je le disais... Redites-le. Oui, comme je le disais tout à l'heure, le système répressif doit être revu. Il doit être revu. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à un moment donné à amener la société ou bien amener ses bourreaux ou bien ceux qui ont l'intention de commettre une quelconque violence ou bien une quelconque action répréhensible dans un foyer, que lorsqu'ils agiront, la loi sera assez sévère. Très bien. Le silence n'est pas une solution. Bonne célébration à toutes les femmes. Droit, justice, action pour toutes les femmes. On espère qu'on a répondu à vos préoccupations. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Merci. Bonne célébration, mesdames. Merci. Bonne célébration, messieurs qui accompagnent les dames. Bonne célébration à vous. Mais il faut dire à leur ministère de tutelle que la fête c'est pas une fête. C'est pas une fête, c'est pas une occasion de rendre SICAM, de permettre à SICAM de fonctionner. Je pense que c'est ce qu'on vit actuellement. La fête là, c'est juste pour relancer la SICAM. Et peut-être copier l'exemple du Burkina Faso. Exactement. Merci à vous. Merci à vous également d'avoir été avec nous tout au long de ce programme 8 mars 2026 Dash Talk. C'est la fin. On se dit à dimanche prochain.